Salut et fraternité. Dans ses ouvrages nombreux et passionnants, et même dans ses apparitions, tiens, chez Pivot, salut l'artiste, Georges Dumézil, l'historien, euh, plaçait sa réflexion sous la triple existence de ce que, à l'occasion de la Révolution française, on a appelé les trois ordres, c'est-à-dire le clergé, la noblesse et le tiers-état, pour expliquer finalement qu'une société humaine, en tout cas en Occident, et même sans doute ailleurs, devait reposer avec un équilibre instable souvent, avec des moments de crise et d'évolution, sur ces trois ordres-là, sur ces trois catégories de la société humaine, à savoir les gens qui prient, le clergé, les clergés, les gens qui guerroient pour défendre le territoire ou s'en accaparer d'autres, c'est la noblesse, c'est les gens d'armes, c'est ceux qui se battent, c'est ceux qui vont faire la guerre. Et puis, les gens qui travaillent, la plèbe, le prolétariat, on peut appeler ça comme on veut, selon les époques. Et chaque fois, ces trois ordres, ces trois catégories coexistent plus ou moins difficilement, avec des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, tout cela repose sur, on va dire, un respect mutuel, qui est celui, globalement quand même, de la lutte des classes et de la peur. D'accord? Le noble craint Dieu, pas toujours, mais parfois il craint Dieu. On voit que lorsque Philippe le Bel s'en prend aux Templiers, il craint pas Dieu, il s'en fout. Il sait que ce qui l'intéresse, c'est de gagner de l'argent, c'est de remplir les caisses du royaume. Donc là, il s'en tape. Et puis les excommunications diverses et variées, certains nobles s'en foutaient complètement. Mais quand même, il y avait une sorte de, on le voit bien avec Louis XIV, qui finalement, à la fin de sa vie, se repent, enfin, devient une sorte de dévot, après avoir été du parti des libertins. Donc, il y a un équilibre. Et finalement, la noblesse a peur du jugement de Dieu, via les prêtres, via les évêques, via les ecclésiastiques de haut rang, via le pape. Le clergé se méfie aussi, parce que il n'est jamais à l'abri d'une représaille du pouvoir temporel et du pouvoir seigneurial. Il a peur aussi, il fait attention, surtout quand il est petit, le clergé. Bon, on a vu qu'il pouvait aussi être dégommé à certains endroits, à certains moments et à certains endroits. Quant au peuple, à la plèbe, aux gens qui travaillent, ils ont un outil formidable. Celui qui finalement moule le grain, celui qui découpe la viande, celui qui produit dans la terre, même si elle n'est pas à lui, mais il produit, c'est lui qui travaille, c'est lui qui travaille. Faut pas croire que quand on dit que les grands domaines ont été défrichés au XIIIe siècle par les couvents, par les abbayes, il y avait aussi beaucoup de gens, des plébéiens qui travaillaient. Il n'y avait pas que les moines. Les moines donnaient des ordres et selon leur hiérarchie bossaient. Mais on faisait venir des gens on les obligeait à venir bosser sur les terres de l'abbaye. Enfin voilà. Donc il y a chaque fois un équilibre de la peur et d'une peur supérieure. On en est arrivé où maintenant? On n'a pas l'impression que les trois ordres actuels craignent Dieu ou une punition divine. Absolument pas. Absolument pas. Même une punition divine plus ou moins transposée dans le bouleversement climatique, les intempéries, les inondations, etc. Bref, les catastrophes dites naturelles ne font plus peur à personne. En tout cas,
au niveau des décideurs. Ils s'en foutent. C'est vraiment le mot de Louis XV, après moi le déluge. Après moi le déluge. Après nous le déluge. Donc, de qui ont-ils peur? Du peuple, de la plèbe en armes. C'est pour ça qu'eux-mêmes se défendent, sont tout le temps en position de défense, avec des milices de plus en plus fortes, de plus en plus puissantes, et de plus en plus sans état d'âme. On le voit bien partout. Quand on voit les manifestations qui se déroulent, elles sont de plus en plus violentes, et elles sont de plus en plus armées. On commande des milliers de tonnes de munitions contre le peuple, Qu'est-ce qui se passe ensuite au niveau des travailleurs? Le problème, c'est que les travailleurs sont de plus remplacés par des robots. C'est pas forcément, c'est une évidence, quoi. On voit que de plus en plus, l'homme travailleur, le prolétaire, est remplacé par des machines intelligentes qui font le taf, plus ou moins bien d'ailleurs, de façon à produire toujours de marchandises, c'est-à-dire d'argent, que les autres ordres ne récoltent pas forcément. D'accord? C'est évidemment l'équivalent de la noblesse, c'est-à-dire les possédants, l'oligarchie possédante qui ramasse le plus. Tout cela, dans la mesure où il n'y a plus de peur réciproque, et surtout la peur d'un jugement supérieur, ce que dit Emmanuel Todd, il ne dit rien d'autre. Quand il parle du déclin en Occident de la religion, du christianisme notamment, et surtout du catholicisme et même du protestantisme, il ne dit pas autre chose. Bon, lui, il dit, en plus, il prévoit, comme il a prévu déjà il y a 25 ans, l'effondrement de l'URSS en regardant la mortalité infantile qui a augmenté en Union soviétique, qui a abouti à l'effondrement. Pour lui, c'est un critère important. Laquelle augmentation de la mortalité infantile existe aussi en France et en Europe occidentale. Les chiffres sont là pour prouver qu'il y a la mortalité infantile augmente en France. Pour un manque de soins, on voit bien, on ne peut pas à la fois fermer les hôpitaux, fermer les maternités, etc., sans qu'il n'y ait pas de dégâts. Il y a des dégâts. Donc, on ne peut pas non plus continuer comme on le fait, puisque ça y est, c'est fini. Le colonialisme, il est dans ses derniers feux, le colonialisme. Il est en train de mourir, avec parfois fracas, comme par exemple en Israël, mais inéluctablement, c'est foutu. C'est fini. Le fait d'aller avec des canonnières, avec des prêtres, avec des pierres blancs, avec des évangélisateurs, faire suer le bourgnou et faire travailler les indigènes de par le monde, c'est terminé. Maintenant, ils se relèvent. Donc on voit bien qu'on n'a pas beaucoup d'autres solutions que de calmer les jeux. Or, cet ordre possédant, on va dire, cette néo-noblesse ou cette néo-aristocratie n'est pas prête de calmer les jeux. Elle n'est pas prête de se réunir, comme le 4 août 1789, pour abolir ses propres privilèges. Il est hors de question. Elle est arc-boutée, bêtement, stupidement, sur ses propres privilèges. Et ça va mal se terminer. C'est évident que ça va mal se terminer. On le voit déjà aux États-Unis. On le voit. Alors, ça peut prendre... De toute façon, c'est pas obligatoirement le peuple en masse qui se lève pour... Non, ça peut être aussi par des tas de biais. C'est-à-dire, ça peut être une caste d'allumés. Tout est possible. Tout est possible. Y compris une rémission. Mais compte tenu de la situation mondiale, compte tenu du fait que ce n'est plus maintenant la colère de Dieu que nous devons redouter, mais la colère des astres, la colère de la nature, la colère des volcans. D'accord ? Un volcan gigantesque
il y en a plein en sommeil, il y en a plein. Explose demain, on se retrouve dans une situation de nouvelle, de petit âge glaciaire comme le grand siècle a connu en France. Hein. Voilà, un aérosol qui a tourné autour de la planète et qui a compromis notoirement les récoltes au XVIIe siècle. Voilà. Lycée du Mésil, c'est intéressant, c'est très intéressant, Georges Dumézil. Allez, hasta la Victoria.